Patrice Gaudin, bienvenue sur VH Berries, merci beaucoup. Ben, merci de l'invitation. On est à Boucherville. Oui. Il y a pas mal d'activités à côté, il y a du hockey, j'ai vu. Oui, il y a la patinoire juste en face, alors ça se joue quand même presque tous les soirs l'hiver, oui. Puis l'été, c'est le baseball. Le patin à glace, c'est un sport, et le sport, c'est un mot et une discipline qui est très importante dans ta vie. Oui. Oui, ben la course particulièrement, l'entraînement aussi. Là, ces temps-ci, j'ai un problème avec mon tendon d'Achille, donc je fais un traitement pour essayer de réparer ça, pour guérir cette blessure-là qui traîne depuis presque bientôt 3 ans. Ça va, ça vient, mais là, depuis 1 an, là, c'est un peu catastrophique. Là, ça va juste en empirant. Donc, là, je suis un peu en pause de course depuis la mi-décembre, et là, je vais reprendre tranquillement, graduellement. Là, ça semble sur la bonne voie. C'est super inspirant, Patrice Gaudin, parce que j'avais vu que dans le passé, ça t'arrivait très très souvent de courir de chez toi jusque sur les plateaux de tournage. Oui. À l'aller et même au retour après une longue journée, après avoir dépensé toute ton énergie à réciter les meilleures répliques. Ben, en fait, étrangement, c'est quand t'es habitué, quand tu t'es entraîné à ça, quand ton corps est habitué à cet effort physique-là, ça te dérange pas ta journée. Au contraire, je dirais que en arrivant sur le plateau, je faisais ça naturellement l'été en général. Et quand les horaires de tournage le permettaient. Donc, je partais d'ici vers 5h30, 6h le matin pour arriver sur le plateau peut-être une demi-heure avant mon heure d'arrivée, prendre une douche. Ça, c'est vraiment le top. Quand tu arrives en courant au travail, il faut que tu puisses prendre une douche après. Et faire ma journée, ben j'arrivais là comme revigoré, déjà en forme, allumé. Moi, courir, ça me met sur la bonne voie. Donc, je faisais ma journée. Puis le retour, étrangement, on pourrait penser que c'était plus long en revenant parce que la journée était plus longue, mais souvent, je faisais ça plus vite. Peut-être parce que j'ai hâte de rentrer à la maison, mais... C'est souvent ça, parce qu'on dit souvent que le chemin retour est beaucoup plus rapide. Ben, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté en allant travailler à TVA puis à Radio-Canada en courant parce que ça donne à peu près de la porte ici à la porte de TVA, c'est à peu près 16 km. Et je le faisais quand même à une vitesse correcte, mais rien de pas à planche. Puis je revenais le soir avec facilement 5 minutes plus rapide que le matin. Donc, intriguant, mais je pense que le corps est prêt, il est comme d'attaque. Tu voulais toujours faire 2 pierres de coups. Oui. Puis, imaginons que la première scène que tu dois jouer en arrivant, c'est une scène où le personnage doit être fatigué. Alors là, on est en plein dans le mille. Ah ben c'est sûr, tu sais, ça... Mais en même temps, comme je te dis, j'étais pas fatigué, j'étais plutôt au contraire très revigoré, très prêt à attaquer la journée. Moi, c'est m'entraîner puis courir, c'est beaucoup ça que ça me fait, tu sais, ça me met dans un bon état d'esprit puis un bon état physique aussi. On se sent mieux. On se sent plus alerte, plus éveillé. Je suis vraiment quelqu'un de matin, moi. J'aime ça écrire le matin, j'aime ça courir le matin. Le soir, je suis un peu moins performant. Donc là, t'es moins performant? Ben, écoute, si j'ai pas le choix, là, je suis correct, on jase tout ça. Si j'ai pas le choix, je vais aller courir. Qu'on me voit à cette heure-là dans un gym m'entraîner, c'est plutôt rare, à moins que ce soit pour un rôle puis que j'aille vraiment juste cette moment-là dans ma journée pour y aller, là. Mais en général, je suis plus performant le matin, ouais. Je trouve aussi que ce désir de tout avancer en matinée, c'est aussi une volonté d'avoir une tranquillité et un silence qui est extrêmement précieux pour écrire des livres ou s'échauffer physiquement. Oui. Ben c'est sûr que pour moi, l'écriture... quand je me suis remis à écrire, parce que ça fait des années que j'écris, mais j'avais rien publié, j'avais un peu mis ça de côté en me disant, je me semblait que j'avais pas de bonnes idées, je savais pas trop où m'en aller. Et quand j'ai commencé à courir, mes filles étaient toutes petites, et j'ai commencé vraiment à courir très tôt le matin pour pas déranger la routine matinale. Quand je revenais de courir, ben là, je pouvais m'occuper d'elles, ma blonde allait travailler, j'allais reconduire les filles à la garderie ou à l'école ou tout ça, bon. Et quand est venu le temps d'écrire, j'ai pris la même méthode, donc me lever très tôt pour écrire. Puis essentiellement, moi, c'est de 4h à 7h le matin que j'écris
Le plus gros de mes livres, là, c'est vraiment dans ces heures-là, parce que, justement, puis c'est souvent entre janvier et mai que je me lance dans l'écriture proprement dite. Puis c'est vraiment ces moments-là qui sont hyper précieux, parce que la maison est endormie, il n'y a rien dehors, il y a pas de voix. C'est sûr que c'est pas de voix très passante en face de chez moi, mais il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. C'est calme, il fait noir. Je suis vraiment dans mon bureau concentré. Des fois, j'écoute un peu de musique. Puis je suis tout seul avec mes mots, avec mes histoires. Et après ça, une fois que j'arrête à 7 heures le matin, ben là, la vie reprend dans la maison, tout ça. Puis souvent, je vais aller courir après, vers 9 heures. Là, je m'en vais courir et je retravaille en courant un peu ce que j'ai fait. Je répare ou je peaufine ce que j'ai écrit, ou je me lance déjà dans ma journée du lendemain en me disant « Ah, OK, là, je vais pouvoir aller là. » Donc, c'est vraiment ça qui se fait dans le matin, dans l'avant-midi. L'après-midi, je suis un petit peu plus relax. On sent aussi une compatibilité entre tous ces domaines que tu viens de mentionner, donc la littérature, le cinéma, parce que, prenons le cas d'une période de ta vie où tu es en tournage, par exemple, on va en parler plus tard, mais de plusieurs séries télévisées, est-ce que tu arrives toujours à combiner les deux? Ben, tu veux parler de la course et du tournage, ou la course et du tournage et l'écriture? Je dirais plutôt des trois. Les trois? La course, la littérature et apprendre son texte, par exemple. C'est sûr. Ben, moi, apprendre les textes, c'est rien d'extraordinaire, mais j'apprends ça assez vite. Donc, c'est pas quelque chose... Moi, j'ai des copains qui ont vraiment de la difficulté à apprendre leur texte, faut qu'ils s'y prennent d'avance, puis c'est plus ardu. Il y a des actrices que je connais qui aiment ça, le savoir, ils préparent leur texte vraiment d'avance. Moi, oublie ça, si j'apprends mon texte de la semaine prochaine aujourd'hui, je m'en rappelle plus la semaine prochaine. Moi, ça rentre, puis ça ressort tout de suite. Fait que je les apprends vraiment à la dernière minute. Et moi, c'est comme ça que je travaille bien. Je sais qu'il y en a qui aiment moins ça, mais pour moi, c'est vraiment la façon idéale de travailler, à moins naturellement d'avoir une page complète de texte ou un monologue, où là, ben c'est un autre genre de travail. Quand les fois que j'ai joué au théâtre, j'essaie d'apprendre mes textes le plus tôt possible dans le processus pour être libéré, je dirais pas de débarrasser, mais d'être libéré du texte pour pouvoir vraiment l'intégrer dans le corps. Mais pour en revenir à la course puis à l'écriture en même temps que le jeu, écrire puis jouer, c'est pour moi plus difficile parce que, comme je te dis, j'écris le matin, puis souvent les tournages, on commence tôt le matin, ou on a des mi-jours, minuit, donc on va être appelé sur le plateau vers 10-11 heures le matin, puis on va finir vers 11 heures minuit le soir, où on a des tournages de nuit, donc c'est plus difficile de garder, puis ça se promène, là, c'est pas toujours comme ça. Donc c'est difficile de garder une routine bien établie. L'entraînement, ça déroge pas ben. Si je peux pas courir le matin tôt parce que je suis en tournage, puis que je peux pas me rendre en m'entraînant en courant ou en vélo ou quoi que ce soit, là, ça va être des fois dans l'après-midi ou sur l'heure du dîner. Si on a 1h30 de lunch le midi, c'est clair que moi, je vais pas prendre l'heure et demie. Je vais aller courir pendant peut-être, je vais faire un 5 km, je vais prendre une demi-heure pour courir, je vais manger un peu, je vais faire un petit power nap, puis après ça, je continue ma journée. Tu sais. L'entraînement, quand je suis en tournage, je réussis à garder ça. Ça, c'est important. Là. Je pense surtout que l'un des super pouvoirs de Patrice Gaudin, c'est surtout, par exemple, la gestion, par exemple, de la pression ou du stress que tu viens de mentionner. C'est que toi, tu arrives juste à y aller de façon décontractée parce que tu as de l'expérience. Ben, oui, ça que je commence à avoir un peu d'expérience dans le domaine. Je suis moins, j'ai encore stressé quand je commence des tournages. C'est souvent angoissant parce que on sait pas dans quoi on se lance. On espère être à la hauteur du personnage, du projet, des gens avec qui on travaille. C'est jamais donné d'avance. On sait pas comment ça va tourner. Cet été, par exemple, quand on a commencé le tournage de L'Homme qui aimait trop, ben là, j'avais un peu la série. J'étais comme le rôle titre. C'est moi l'homme qui aime trop, puis c'est moi qui est là beaucoup, puis j'avais un peu
Mais j'essaye de pas me mettre cette pression-là. Tu sais, je sais, j'ai confiance assez en moi pour dire, OK, je sais ce que je m'en vais faire. Je vais faire le meilleur job possible. Je vais tout donner ce que je peux donner. Puis je vais le faire dans le plus possible, dans la bonne humeur, puis dans le plaisir. Puis oui, quand j'arrivais, puis j'étais un peu stressé, j'étais angoissé, là, les premières, je dirais, la première semaine et demie, là, où je trouvais ça... je dormais un peu mal parce que j'avais tout le temps peur de c'était bon ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, je suis correct, je suis dedans, puis après ça s'est dissous, là, cette espèce de sentiment-là, mais en même temps, je suis capable de le cacher, de l'absorber, puis de pas... ce qui est important, c'est de pas envoyer ça aux autres autour de toi, puis les insécuriser, tu sais. Si moi, je me sens comme un peu stressé, angoissé, ou que j'ai de la misère à me calmer, ben je garde ça pour moi. Tu sais, je suis capable de faire mon zen intérieur puis de rentrer en place. On en parle de cet homme qui aimait trop. OK. Ben écoute, c'est un super beau projet. C'est un rôle qu'on m'a offert quand j'ai fait la série Mon Fils, réalisée par Marie-Lou Wolfe, puis c'était Anne Boyer, Michel Dastou qui était aux commandes de ce projet-là, donc à l'écriture et à la production, comme producteur. Et après ça, on m'a offert en novembre 2019, décembre 2019, on m'a offert ce rôle-là de Marc-Alexandre Moisan dans L'Homme qui aimait trop. J'ai lu les textes, ça m'a plu, ça m'a un peu pas stressé, mais j'ai comme fait OK, c'est un rôle c'est pas évident là, jouer ça, un homme qui ment comme ça, qui manipule, qui passe d'une famille à l'autre. Mais je trouvais ça bien intéressant, je trouvais que c'est un beau défi. Je trouvais que c'est un très beau projet. Malheureusement puis heureusement, le projet c'est pas fait il devait se faire au printemps 2020, mais on sait pourquoi ça a été arrêté et repoussé. Et on a tourné ça au mois d'août-septembre 2021. Puis j'étais très content en même temps d'avoir eu une année pour laisser le projet mûrir en dedans de moi. Et le travail avec Yves-Christian Fournier, avec qui j'avais fait la série Blue Moon en 2015. La série Blue Moon 1 et 2, c'est Yves-Christian Fournier. Blue Moon 3, c'est Raphaël Ouellette. Mais j'avais travaillé avec Yves-Christian en 2015. Et de le retrouver, les deux, on avait fait notre chemin. On était allé. Blue Moon, ça avait été comme assez intense comme tournage. Là, ça avait été difficile. C'était un gros tournage. Et là, on se retrouvait ensemble. Et ça a été vraiment, je suis vraiment très heureux du travail avec Yves-Christian. Yves-Christian, il est très, très précis. C'est vraiment ce qu'il veut. Il y a une vision, il y a une intelligence du texte et du cinéma, de la télévision. Donc, il y a des références constamment. Et c'était vraiment un très, très bon capitaine. Puis moi, je me laissais aller avec lui, je le regardais, un coup d'œil, je savais qu'il était content. Là, OK, je vais te la refaire, on va trouver le moyen. Parce que des fois, on cherche beaucoup en faisant des scènes, ça va très vite. Et je suis très, très content de ça. Puis je suis content du résultat. J'écoute pas toujours ce que je fais. C'est très rare même, genre je jette des coups d'œil. Puis là, la série, je l'écoute avec ma famille. On écoute ça comme tout le monde, tous les mardis soirs. Moi, j'avais vu 2 épisodes. Fait que là, je découvre à chaque semaine le travail. Et maintenant, ce qui est le fun en vieillissant, avec l'âge et l'expérience, c'est que je suis capable d'apprécier la série dans son ensemble. C'est que je me regarde plus, moi. Je me regarde, puis je vais pas me juger, mais je suis capable de mieux m'analyser qu'à l'époque où je regardais ce que j'avais fait, puis je faisais juste focusser sur moi, comment je fais, je fais cette face-là, pourquoi je fais ça. Puis là, c'était pas le fun. Fait que j'écoutais pas ce que je faisais. Maintenant, quand j'écoute L'Homme qui aimait trop, je regarde le travail d'Hélène, le travail de Nathalie, j'ai-tu dit Nathalie, voyons? J'ai un blanc. De Milia aussi. Oui, de Milia, mais qu'on a reçu sur Yetchberry. Oui, j'ai vu. Puis là, j'ai comme trop de noms. Tous les noms se mêlent dans ma tête. Là. Nathalie, c'est ma blonde à moi. Ma vraie blonde. Fanny, Hélène. Ben oui, Fanny. Désolé, Fanny. J'ai trop de noms de femmes dans ma tête.
suis entouré de femmes ici. J'en ai 4 dans ma vie, donc 4 dans ma vie, ma blonde puis mes 3 filles. On se calme. Donc, c'est ça, j'étais un peu... quand je regarde la série, je suis capable de mieux voir l'ensemble du travail, tu sais. Avant, j'avais plus de difficultés parce que je focusais vraiment sur moi, puis tout ce que je voyais, comme naturellement, quand on focus sur nous dans un miroir ou dans une photo, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit tout le temps nos défauts et rarement nos qualités. Alors, c'était pas très agréable. Toutes ces mauvaises habitudes ont volé en éclats. Et Patrice Gaudin, un point qui est vraiment très très inspirant que tu viens de mentionner, c'est l'appréhension que tu avais au tout début sur les premiers jours d'enregistrement. Oui. Au final, le résultat, il est brillant. Là, moi, je vais pas dire brillant, c'est pas moi qui va dire ça. Je suis content du travail, je suis content de la réception, je suis content que les gens aiment ça. Puis le compliment que moi, la peur que en fait, j'avais pas peur. Mais moi, j'ai jamais travaillé le personnage de Marc-Alexandre comme je l'ai jamais jugé. J'ai jamais cherché à le rendre sympathique ou à vouloir que les gens l'aiment. J'ai voulu le rendre sincère, honnête, vrai. Et je suis très, très content, puis très surpris même que les gens m'écrivent. J'ai des gens qui m'écrivent, j'ai des amis, j'ai des gens que je connais pas qui m'envoient des messages après la diffusion d'un épisode, puis qui me disent « On voudrait l'haïr, mais puis on n'est pas capable. » Parce que on sent sa douleur, sa vulnérabilité, sa détresse. Puis en même temps, c'est pas défendable. Tu peux pas dire, ben oui, mais c'est pas si grave, c'est terrible ce qu'il fait. Mais je pense que c'est quelqu'un profondément. Puis le titre, et la clé est un peu dans le titre, c'est l'homme qui aimait trop aussi. Il aime trop, il aime mal, mais il aime. Il aime pas pour blesser, mais bon, il fait pas ça ben comme il faut, là. Il fait pas ça comme il faut. Et le point de départ de cette série, c'est un accident de voiture. Oui. Ben, il fallait, je pense, il y a comme là, on est embarqué dans un qu'est-ce qui est arrivé dans cet accident-là? Tu sais, est-ce que c'est Marc-Alexandre qui s'est lui-même, comme on pourrait le penser, quand t'es coincé dans une espèce d'affaire comme ça, ben, il y a des gens qui choisissent pas nécessairement, ben en fait, non, pas nécessairement, pas du tout la bonne solution, puis qui vont en finir, tu sais. Fait qu'on peut penser ça, qu'il a décidé d'en finir, puis qu'il a donné un coup de volant, ou il est arrivé quelque chose, je veux pas trop vendre de punch là, mais là, on a découvert que il y avait quelque chose dans sa bouteille d'eau, puis donc, tu sais, il a consommé quelque chose qui l'a amené à s'endormir au volant. Donc, c'est pas lui visiblement qui a fait ça. Donc, qui a fait ça? Pourquoi? Et on tombe un peu dans un volet, en plus de vouloir réparer le mal qu'il a fait, ben d'essayer de comprendre, OK, il y a quelqu'un qui a voulu se débarrasser de moi, mais pourquoi, tu sais? Fait qu'on est là-dedans. Puis l'accident, ben c'est vraiment ça qui déclenche la rencontre de tout le monde. Parce que quand l'accident se produit, tout le monde a appris, les deux familles connaissent l'existence l'une de l'autre, mais ils ne se seraient pas nécessairement rencontrés. Et là, tout d'un coup, tout ce beau monde-là se retrouve à l'hôpital au chevet de Marc-Alexandre. Les deux femmes viennent de 2 villes différentes. Il y en a une, c'est Montréal, et une autre, c'est un nom de ville, mais un peu inconnu du public. C'est à Magog. Exactement. Où est-ce que ça se situe? C'est en Estrie, c'est dans les cantons de l'Est. C'est pas loin de Sherbrooke. Il y a un grand écart. Ben, c'est pas si loin. Tu sais, c'est quand même 1 heure de route. Je te dirais que c'est 1 heure et demie à peu près. Ça se fait bien. Pour quelqu'un qui voyage sur la route, qui fait un travail comme ça, il y a une entreprise à Granby aussi. Non, en fait, à Granby, à Bromont, c'est sa maîtresse, parce qu'il y a 3 femmes. Mais à mi-chemin, c'est ça, il y a sa maîtresse, mais son entreprise est à Magog. Il voyage sur la route. On peut comprendre que c'est quelque chose qui se fait assez bien. Là. C'est pas. Moi, je vais m'entraîner des fois au Mont Offord, qui est à côté du lac Memphremagog, puis je fais l'aller-retour, je pars très tôt le matin, je vais m'entraîner dans la montagne, je reviens en après-midi, puis c'est pas quelque chose qui est. C'est pas
pas possible, là. C'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, parce que c'est basé sur des histoires vraies. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, on filme en direct, il arrive de quoi, c'est filmé, il y a des photos prises partout, tout le temps, tout le monde prend des photos. Tout le monde peut retracer t'es où avec ton téléphone, tu sais. C'est une autre game là, que Marc-Alexandre y a, mais il y a quelques années, les voyageurs de commerce qui travaillaient 3 jours à Québec, puis après ça, le reste du temps à Montréal, ils pouvaient bien avoir 2 familles, les autres. Comme les marins au 14e siècle. Les marins, ou encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des marins qui doivent avoir pas mal de maîtresses un peu partout. Quand t'es pas... quand t'as ça comme ça qui je dis pas qu'il faut le faire, mais tu sais, si quelqu'un a cette opportunité-là, on va dire, entre guillemets, de pouvoir vivre à 2 endroits, ben il y en a qui en profitent. Tout au long de ta carrière, tu as toujours travaillé et tu t'es toujours investi dans des projets qui souvent étaient renouvelés avec une continuité et plusieurs saisons. Comment tu arrives à maintenir les personnages? Est-ce que tu les retravailles? Comment tu les fais évoluer? Ben souvent, ça va venir avec le texte. Les auteurs vont... C'est vrai, parce que tu retiens jamais les textes longtemps en avant, donc non, mais... t'es un peu dans la spontanéité. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que les auteurs vont amener, des fois vont nous surprendre avec nos personnages d'une année à l'autre. Et on évolue avec ça. Moi, quand j'ai j'ai habité un personnage, que j'ai interprété un personnage, il me revient assez vite. Il y a des choses qui sont comme acquises. Et le personnage, je réussis à rentrer assez bien dedans. Par exemple, si on prend l'exemple du personnage de Bob Ryan dans Blue Moon, ben j'ai fait saison 1 et 2, on a tourné dans la même saison. Donc, on a tourné dans le même été les deux saisons en 2015. Et la saison 3, on l'a tourné en 2017. Donc, c'est passé presque 2 ans entre les 2 saisons, la deuxième puis la 3e saison. Et j'ai retrouvé le personnage assez rapidement. Ben, le personnage, il y a un pinch, il y avait la barbe comme ça, juste ça ici. Donc, quand je suis arrivé, non, mais c'est niaiseux, mais des fois, c'est, quand je suis arrivé, pour la première journée, ben, je m'étais rasé, j'avais gardé la barbe. Bob, il y a une cicatrice, j'ai eu ma petite cicatrice ici, je l'avais fait agrandir pour faire fait que juste le look, quand on a fait ça, que j'ai retrouvé le look, ben, j'ai retrouvé le personnage. Il était là, tu sais, puis il était, je l'avais habité. Si j'avais à jouer, par exemple, bon, là, ça se peut pas parce qu'il est mort, mais si, j'allais rejouer le personnage de Yannick Dubo dans District 31 demain matin, j'aurais pas de difficulté à faire OK, Yannick, il est là quelque part, Yannick, là, dans les personnages que j'ai interprétés, c'est que je pourrais aller. Et Patrice Gaudin, l'audience peut aussi remarquer des petits détails comme des nouveaux tatouages. Ouais. Et ça, je pense que ça fait pas l'affaire de tout le monde, mais oui, regarde, les tatouages. Là, j'ai décidé d'arrêter là, parce que ça devient compliqué. C'est ce que tout le monde dit à chaque fois. Ouais, mais non, là, je pense que c'est correct. Là, j'ai un bras, j'en ai un sur. En tout cas, si j'en ai d'autres, ça sera pas dans des endroits aussi visibles. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui me. Moi, ça me dérange pas tant. J'essaie naturellement de pas les montrer tant que ça. Dans l'homme qui est métro, ben c'est pas si mal, tu sais, il y a des personnages. Aujourd'hui, faut dire que tout le monde a des tatouages presque de toutes les couches de la société là. Il y a quelques années encore, c'était les bums, c'était les motards, c'était les bandes de rock, c'était les pas fins qui avaient des tatous là. Pas mal tout le monde a des tatouages là. Ça fait que c'est moins dérangeant. C'est sûr que j'aimerais ça dans certains rôles qu'on les camoufle, mais c'est compliqué pour les maquillages. Ça se fait, là, mais c'est compliqué sur les maquillages. Puis... Il faut un budget pour les effets spéciaux. Ouais, il faut du temps aussi. Il faut que l'acteur arrive, puis la maquilleuse, puis l'acteur arrive comme 2 heures plus tôt que tout le monde pour tout cacher ce bras-là. Là. Pauvre tigre. C'est un tigre.
J'ai bien des affaires. Écoute, La dernière recrue que j'ai vue... Ici, c'est en Thaï, sur le bras, en thaïlandais. J'étais allé en Thaïlande en 2019, puis en fait, c'est tigre en thaïlandais, et c'est une patte de tigre. Ça, c'est le dernier. Lui, on le voit pas tant, là. C'est pas tellement un problème, ça. Quand on aime, on compte pas. Comme le personnage de Lucky Metro. C'est ça. Il y a aussi plein d'autres séries dans lesquelles tu as vraiment excellé. Le District 31. Oui. Ben, District, écoute, c'était un rôle qui était inattendu pour moi, dans la mesure où, quand je suis allé à l'audition pour le rôle, je voulais vraiment jouer dans la série. Mes amis sont là. Mon grand chum, Sébastien Delorme, il jouait... Ben là, malheureusement, il aussi est mort là-dedans, mais il était là. Michel Charette, que je connais depuis des années, qui est un bon chum aussi. Toute la Geneviève Brouillette. Bon, toute la gang qui avait là la saison 3. J'avais vraiment envie de travailler sur ce show-là. En plus, Luc Dionne, bon, qui a fait... c'est un des autres... C'est mon auteur au Québec, je pense... favori, là. Moi, j'ai suivi Omerta à l'époque. Après ça, le dernier chapitre sur les motards. J'ai pas mal suivi ces séries qu'il a faites. Blue Moon, j'ai joué dedans puis j'ai capoté. J'adorais ça. Donc, de retrouver les textes de Luc, ben, j'étais vraiment content. Mais quand je suis allé à l'audition, moi, je m'en allais auditionner pour faire un sergent détective de police. Là. Je m'en allais pas auditionner pour faire un psychopathe. Fait que je le savais pas à l'audition. Quand j'ai eu le rôle, je le savais pas. Quand j'ai commencé à jouer, là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un enfermé dans son sol, puis je trouvais ça weird. Et ça a été, à partir de là, tout le temps, Luc, lui aussi, il créait, puis il amenait ça, il nous regardait travailler, Sophie Desmarais, puis moi. L'espèce de relation weird, malsaine qu'il y avait là, puis qu'est-ce qu'elle fait dans le sous-sol. Puis à un moment donné, il y avait plein d'explications possibles. Ça aurait pu être quelqu'un qui protégeait de la mafia ou de plein d'affaires, mais finalement, on est allé dans le psychopathe à fond la caisse, puis si ça m'a surpris au début, j'ai été super heureux d'aller là parce que je disais, c'était un personnage qui était complètement cinglé, là. C'était le fun à faire. Et Patrice Gaudin, l'une des raisons pour laquelle je voulais vraiment te parler, c'est que quand je pense à ton travail, je me dis que le meilleur est à venir. Parce que je sens qu'il va y avoir bientôt la rencontre de toutes tes passions, peut-être une adaptation de tes romans. Écoute, je sais pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui se fait. Je veux pas trop embarquer là-dedans, là, mais non, moi je ferai pas partie, malheureusement. Mais bon, peut-être. Écoute, je sais pas. J'aime ça écrire. Des romans parce que ça me donne une liberté que j'aurais pas si j'écrivais pour la télévision, le cinéma, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui viennent se mêler à tout ça. Puis, comme interprète, c'est quelque chose que j'accepte bien. Je suis un interprète, donc je dépends je suis tributaire de réalisateur, d'un auteur, de toute une équipe, c'est correct. Mais quand j'écris, j'aime ça être le boss de mes affaires, puis de contrôler mon petit univers imaginaire. Donc, pour l'instant, je me plais bien dans le roman, puis je vais continuer là-dedans. T'es l'artisan du destin de tes personnages. Ben, c'est parce que j'aime ça, c'est que je peux aller, j'ai pas à justifier chaque action, chaque mouvement, chaque personnage, chaque décision. Puis en même temps, j'ai pas de budget à respecter. Ça fait que si je veux faire exploser une maison, ben je la fais exploser. Puis... fait que tandis que si j'écris un scénario puis je dis la maison explose, ben ça va finir par la niche à chien explose, puis ça va finir par ben il y a rien qui explose. C'est le claque-doigt qui explose. On le verra pas, tu sais. Ça c'est arrivé, mais on le verra pas. Fait que là je niaise un peu, mais c'est ça. J'aime avoir la liberté de tout et de rien, en fait, parce que c'est des histoires que j'invente, mais en même temps, ça me donne une liberté que j'ai pas nécessairement comme interprète, parce que comme je te dis, tu sais, je peux pas décider d'arriver sur le plateau et dire, moi, je vais le jouer de même, le personnage, puis arranger avec le reste, là, tu sais. Là, après ça, ben, je peux tout coordonner ça, puis je peux me tromper, puis écrire quelque chose de complètement mauvais, mais en même temps, là, j'aurais juste à faire, ben, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai fait. Correct.
quand je t'écoute parler, je le sens complètement. C'est un peu l'écriture, un moyen de canaliser cette frustration. Ben, c'est pas une frustration, c'est que c'est juste différent. C'est juste... Moi, personnellement, je pense que j'ai plus le tempérament d'un écrivain que d'un acteur, parce que je suis quelqu'un qui est plus retiré, qui est plus secret, qui aime ça être dans ses affaires, dans son monde. J'aime ça me retrouver. Là, ce qui me manque énormément parce que je suis blessé, puis que je peux pas faire de ski de fond, je peux pas aller, c'est d'être... Je suis enfermé depuis quasiment la mi-décembre ici à faire très peu de choses, alors que d'habitude, moi, je cours, même en plein hiver, je courais des 80, 100 km par semaine. Puis je vais au Mont-Saint-Bruno, au Mont-Saint-Hilaire, je suis dehors beaucoup, là. Je peux pas, tu sais, je peux pas le faire. Ça fait que c'est pas... j'ai un peu perdu le fil, là, mais... Hein, on disait quoi? On parlait de la frustration. Ouais, c'est pas une frustration. C'est juste une façon de... C'est ça, je suis plus quelqu'un qui aime ça, être dans ses affaires, puis tout ça, puis aller dans la nature, puis d'être avec moi. Ça fait que la vie, le métier d'écrivain, d'être un peu retiré, d'être un peu, entre guillemets, confiné, puis ce qui a fait capoter bien du monde. Bon, comme tout le monde, je suis tanné, là, j'ai hâte qu'on ouvre, puis qu'on revienne un peu comme avant, là, puis que ça arrête Mais en même temps, moi, je me fais dans mes affaires, je suis dans mes affaires, puis fait que ça, ce côté-là de l'écrivain, il est plus proche de moi que le côté acteur. Je suis pas quelqu'un de très... j'aime ça jouer, quand je suis sur un tournage, j'aime ça être avec l'équipe, j'aime les gens avec qui je travaille. Je suis un gars qui est dans l'équipe, puis mais j'arrive très bien, moi, comme... Si je pouvais juste écrire des livres, puis j'aurais pas de problème avec ça, là. Et du coup, là, je me dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment de tes journées? Parce que tu peux plus courir. Tu m'avais dit juste avant que t'étais pas dans une période très créative au niveau de l'écriture. Puis je tourne pas. Tu tournes pas. Je trouve ça plate. Là, présentement, là, honnêtement, je trouve ça bien plate. J'ai hâte que les... Là, je vais pouvoir commencer avec mon traitement. J'ai eu 2 semaines avec une botte orthopédique. Là, la botte est enlevée, j'ai pas de douleur, je fais attention, là, je vais pas aller courir, je vais pas me remettre à courir demain, mais je vais pouvoir, comme les gyms ont réouvert, je vais pouvoir recommencer à aller au gym, faire du vélo un peu, me remettre à repartir ça. Je me suis entraîné beaucoup, moi, avant d'avoir ma botte orthopédique. J'ai un petit coin de gym dans l'autre pièce avec un sac de boxe, puis j'ai quand même réussi à bouger un peu, là, mais j'étais pas dehors, j'étais pas... Et là, je vais pouvoir reprendre ça. Puis tranquillement, là, vers la mi-mars à peu près, je vais recommencer tranquillement à courir. Ça va me faire du bien. Mais là, présentement, c'est une période que je trouve lourde pour plein de raisons. Je trouve que le climat social est lourd. Je trouve que la pandémie est lourde. Je trouve qu'on est... si on est en plein hiver, on trouve ça, tu sais, on a envie de respirer un peu puis de retrouver de l'air. Là. Puis là, ben, étant limité comme ça dans ce que je peux faire, ben je trouve ça un peu plate, mais bon, regarde, les Ukrainiens, c'est un peu plus rushant pour eux autres présentement. Là, fait que on n'est pas si mal pris que ça. T'sais. Et j'ai surtout l'impression que ce moment-là, même s'il n'est pas très enthousiasmant, il est quand même essentiel pour prendre du temps avec ta famille, devant la télévision pour peut-être passer des soirées à regarder ton travail, mais surtout à redéfinir ta vision artistique, tes valeurs et tes nouveaux objectifs. Ben en fait, oui, effectivement, je profite de ça pour... je réfléchis beaucoup, je pense à beaucoup d'affaires. J'ai des... ne serait-ce qu'au niveau course, au niveau entraînement, au niveau... mettons, athlétique, là, entre guillemets. Il y a les Jeux Olympiques. Non, ça me... Tu vois, je suis pas un gros tripeux des Jeux Olympiques. J'ai un peu j'en regarde un peu, là, mais je suis bien ambivalent ces Jeux Olympiques. Je trouve que c'est du gaspillage d'argent pour... En tout cas, bref. Mais j'essaie j'ai des plans, j'ai des projets pour l'avenir qui vont impliquer de la course, de la randonnée, tout ça. Là, c'est pour ça que ma guérison est super importante, parce que si je
réussis pas à guérir ça, je pourrais pas le faire. Fait que là, je suis vraiment focusé sur faut que je guérisse cette patente-là puis que je puisse recommencer. Puis ça, ben, va amener aussi de l'écriture. J'ai envie de continuer beaucoup la randonnée, d'aller faire des expéditions un petit peu plus longues en solitaire avec un sac à dos, puis dormir dans le bois, puis tout ça. Donc, j'ai envie de plonger là-dedans. Ça fait que je suis en train de réfléchir à tout ça. Je pense à mon prochain roman, c'est sûr, même si je ne l'écris pas tous les matins que je suis pas à mon ordinateur en train d'écrire mon roman, ça roule dans ma tête, là. Il y a des ça circule, là. Il y a plein d'idées qui bouillonnent, puis j'essaye juste de mettre le grappin sur de bien mettre le grappin sur tout là, pour pouvoir après ça me lancer puis écrire. Pour les nouvelles personnes qui découvriraient ton travail littéraire, est-ce que tu recommanderais à ces personnes de commencer par le premier livre que tu as écrit? Parce que c'est souvent ce que des grands auteurs préconisent pour mieux comprendre la vision de l'auteur et son évolution depuis le premier livre. Ben, le premier livre, c'est Territoire inconnu, c'est sur la course, les ultramarathons. Donc ça n'a pas tant de sens de commencer par là? Ben oui, non, je pense que c'est le livre qui fonctionne, c'est un livre qui fonctionne super bien, qui marche beaucoup chez les coureurs puis tout ça, coureurs, les coureuses. Ouais, je pense que c'est une bonne entrée en matière de quel auteur je peux être, de quelle personne je peux être. Ensuite, je te dirais que dans les romans, Sauvage Baby et Les Chiens qui se suivent, qui sont respectivement mon 3e et 4e livre, si on veut aller dans le roman, j'irai vers ces deux-là. Sauvage Baby en premier, naturellement, puisque Les Chiens en est la suite. Toutes les vies possibles est un bon complément aussi, je pense, à Territoire inconnu. On a la même personne. C'est les deux seuls livres jusqu'à maintenant que j'ai écrits au jeu et qui sont vraiment... C'est des récits, en fait, donc c'est pas des romans, c'est pas de l'autofiction, c'est vraiment des instantanés sur des moments de ma vie à moi bien précis. Donc, je pense que Territoire inconnu et Toutes les vies possibles se lisent très bien l'un après l'autre. Les chiens et Sauvage Baby et les chiens. Boxer la nuit, mon premier roman que j'aime bien, mais que je réécrirais pas pareil aujourd'hui. Je reprendrais certaines affaires là-dedans. Là. C'est mon premier roman, puis il est pas mauvais. Je pense pas qu'il soit mauvais, c'est juste que je le réécrirais autrement aujourd'hui. Je le travaillerais autrement, en fait. Heureusement qu'on peut pas retourner dans le passé, sinon tu rechangerais même les scènes dans lesquelles tu joues. Non, je pense... Non, mais ce que je veux dire, je serais pas... je serais pas contre l'idée de réécrire, en fait, de reprendre ce livre-là et de le retravailler, de le peaufiner. Tu sais, si, mettons, on me disait, on va rééditer Boxer la nuit en livre de poche, puis tu veux dessus, comme je serais, attends, donnez-moi une couple de mois, là, puis je vais juste comme, je vais le retravailler de zéro, là, tu sais, je vais pas de zéro, là, mais je vais le reprendre, puis je vais le peaufiner. Mais là, il est écrit, donc c'est ce livre-là qui existe, puis je vais en écrire d'autres. Le livre, tout particulièrement, et je dirais la bibliothèque, cet endroit assez essentiel, c'est un endroit et un objet qui est assez familial. Et la famille, c'est une pierre angulaire et c'est un élément très important de ta vie. Tu viens de le mentionner avec 4 femmes sous ton toit. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, écoute, moi, ma famille, c'est sans ma famille, je suis rien, tu sais. Je veux dire, j'ai 3 filles magnifiques, j'ai une blonde que j'aime, on est ensemble depuis 22 ans. Et je veux dire, c'est le cœur de mon existence, carrément, là. Donc, c'est vraiment... moi, j'ai changé. En fait, c'est elles qui m'ont changé pour le mieux, chacune à leur façon. Puis j'ai toujours voulu m'améliorer en regard d'elles. Moi, à mes yeux, à un certain moment, j'avais pas tant d'importance que ça. Donc, je me foutais pas mal de ce qui pouvait m'arriver puis de ce que je pouvais faire comme
comme hygiène de vie, ce qui fait que fumer, boire, rien faire, ben je l'ai fait en masse. Puis c'est pas des choses. J'aime pas ça être dans le regret. Puis moi, je suis quelqu'un qui avance, je suis pas quelqu'un qui vit en arrière. C'est sûr que avec le recul, des fois, je me dis ouais, je vais recommencer, je ferais pas ça de même. Là. Je serais pas comme ça, mais on le sait pas quand on a 20 ans, quand on a. Comment on est, puis comment le temps... c'est en vieillissant un peu, puis sans faire de la morale, mais c'est maintenant à bientôt 53 ans. Ouais, 53, je pense. Je me souviens plus. 53, 54, je pense même. En tout cas, bref. Rendu là, ça a plus bien d'importance. Mais ouais, c'est aujourd'hui que... C'est maintenant que je réalise que... boy, ça passe vite, tu sais. Puis des fois, ben, quand on se retrouve là, puis qu'on se dit aïe, c'est, mettons, cette période-là de ma vie, là, je l'ai comme j'aurais peut-être dû faire attention puis en profiter un peu plus. Mais j'ai eu des bons moments, j'ai eu des belles, tu sais, je regrette, il n'y a rien que je regrette, mais ça passe vite, puis maintenant je veux en profiter, puis je veux que chaque moment soit pas parfait, parce que ça n'existe pas, la perfection. Il n'y a pas de moment parfait, mais je veux que chaque moment compte. Puis ça, ben, je le veux maintenant pour moi, puis c'est beaucoup en regard aussi de ma famille, puis de mes filles, puis de ma blonde qui m'amènent à chaque fois à essayer d'être meilleur, puis de réparer mes défauts, mes petits écarts, tout ça. Et Patrice Gaudin, quand on parle, je sens l'émotion. Et j'aimerais qu'on retrace justement ce Patrice d'il y a longtemps, d'il y a plusieurs décennies, à une époque où le cinéma et le théâtre a été nouveau pour toi. Ben le cinéma, c'est surtout le cinéma. Le théâtre, je connaissais pas ça beaucoup avant d'entrer à l'École nationale. C'est vraiment le cinéma. Moi, j'ai grandi sur le bord d'un lac, lac Saint-Joseph, en banlieue de Québec. Et l'été, ben, il y avait beaucoup de gens autour. C'était des gens qui avaient des chalets, mais l'hiver, ces gens-là partaient, puis nous, on restait là à l'année. Donc, je suis enfant unique avec mes parents, et ce qu'on fait beaucoup, c'est mes parents m'amènent beaucoup au cinéma, m'amènent au restaurant aussi. Donc, je mangeais très bien à la maison, puis quand mes parents m'amenaient au restaurant, ben c'était pas nécessairement chez McDonald's, ils m'amenaient dans des restaurants de meilleure qualité, mettons, et on allait voir beaucoup de films, puis le cinéma, à partir de très jeune, ça a été super important pour moi, puis j'adorais ça, la télé, j'écoutais des films, j'aimais tous les genres de films, les films d'horreur, les films d'action, les films d'amour, les comédies. Et ouais, c'est ça. Ça a été vraiment... ma découverte du cinéma a été très, très, très tôt. Naturellement, beaucoup dans l'aventure, dans l'action. Donc, quand je jouais, je m'inventais des rôles ou des personnages. Fait que je jouais à Tarzan, à James Bond, à un film de guerre. On faisait, avec un de mes amis, on faisait des films qu'on disait. Là, on n'avait pas de caméra à cette époque-là, vraiment, mais on s'inventait comme si on faisait des films. Fait qu'on se créait, on prenait des personnages qu'on aimait, puis on s'inventait des histoires, des aventures. Comme je vivais sur le bord d'un lac, j'avais un petit voilier, j'avais un canot, mon ami aussi vivait sur le bord d'un lac, c'est qu'on était tout le temps, on était soit dans le bois, soit dans l'eau, on faisait plein d'affaires de même, puis c'était vraiment beaucoup relié à l'imaginaire de l'aventure, puis tout ça. Puis des fois, c'est ce que avec le recul, je me dis, c'est peut-être ça que j'ai manqué à un moment donné quand je suis devenu adolescent, puis jeune adulte, puis que je suis venu étudier à Montréal. J'ai comme tout mis ça de côté, ce côté-là. Oui, pour me concentrer sur le jeu d'acteur, mais l'espèce de côté que j'avais d'aventurier, d'aller dans le bois, de faire des affaires qui n'avaient pas d'allure, puis j'ai comme tout mis ça de côté, presque effacé ça pour le redécouvrir à la mi-trentaine, quand j'ai recommencé à courir, puis à faire « Hey, ça me manque », puis là, je passerais 3/4 de mon temps dans le bois, à me promener, à aller à la chasse, à aller
en aventure, aller camper dans des sommets, aller faire des courses partout dans le monde, mais dans le bois, ouais. C'est beaucoup plus clair que ça, je trouve. On pourrait décerner plusieurs périodes dans lesquelles tu as décidé de pas tourner la page, mais de te focaliser plus sur le jeu d'acteur en venant justement à Montréal. Donc au final, on peut dire que ces périodes avant de venir dans cette ville, c'est un peu le pied dans la porte du milieu. Ben, en fait, c'est sûr que quand j'étais jeune, tu sais, il y a plein de possibilités. Puis là, maintenant, en vieillissant, on dit, j'aurais pu faire ça, mais, tu sais, il y a un chemin qui est là, puis on prend, il y a plusieurs chemins possibles, on prend un chemin, puis moi, j'ai pris celui-là, j'ai mis des choses de côté que j'ai un peu de misère à comprendre maintenant avec les années, avec le recul, de dire pourquoi j'ai été comme ça. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était OK, cette période-là de ma vie est finie. Puis moi, comme je suis quelqu'un qui avance, ben je fais ça un peu, tu sais. C'est fait. Fait que ça sert à rien de. Sauf que je me suis ramassé à un moment donné à faire pourquoi j'ai tout scrappé ce côté-là de moi à 20 ans, puis que là, tout d'un coup, c'était vraiment très présent dedans de moi, parce que des fois, je repense à des affaires, puis je fais, my God, ben oui, j'étais de même. Mais bon, regarde, c'est comme ça, là. J'ai pas de... La vie est belle pareil, puis on continue, puis là, j'essaie de profiter de ça, là, au maximum. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, justement, à Montréal, et les débuts? Qu'est-ce que tu as appris et comment ça s'est passé? Ben, quand je suis arrivé à Montréal, c'était pour entrer à l'École nationale. Ça m'a pris 3 fois avant d'être accepté. Et une fois que j'ai été accepté à l'école, en 89, c'est 4 ans. Là. Maintenant, je suis redevenu 3 ans, mais à mon époque, c'était 4 années d'études à l'École nationale sur Saint-Denis, au coin de Saint-Joseph, entre Saint-Joseph puis Laurier. Et c'est l'école, ça a été un souvenir, très beau souvenir, mais en même temps un peu pas douloureux, mais j'ai trouvé ça dur l'école, parce que comme je te dis, moi mon tempérament il est plus solitaire, il est plus dans mes affaires. Puis là à l'école, ben on est en groupe, on est une classe, presque 24/24 ensemble, 7 jours sur 7 pendant, et avec toutes les tensions que ça peut occasionner, puis des cours, des fois que c'était confrontant être dans une école de théâtre, puis d'apprendre à être un acteur, une actrice. Et j'étais très, très souvent en dehors de ma zone de confort, tu sais, que ce soit dans les cours de danse, que ce soit dans les cours de chant, dans des cours... j'ai travaillé fort à maintenir, parce que pour moi, c'était pas nécessairement évident. Puis j'étais plus timide aussi à cette époque-là. J'étais je doutais plus de moi aussi. Et on dirait que toute cette période-là, ces 4 années-là qui ont été un peu tiraillées, où j'ai été un peu tiraillé à l'intérieur. J'ai pensé même à un moment donné quitter l'école, parce que je me disais, je suis peut-être pas à ma place, je suis peut-être pas... Là, je voulais plus écrire, je savais plus, j'étais un peu mêlé, mais on dirait que quand je suis sorti de l'école, j'ai comme été libéré de plus avoir d'évaluation, de plus me sentir jugé. Pas qu'on était jugé, mais il y avait des évaluations, puis à Noël, on rencontrait la direction, puis ils faisaient OK, ben ça va bien, ou ça va pas bien, ou il y en a qui se faisaient mettre à la porte, ou... Fait qu'il y avait tout le temps cette espèce d'affaire-là qui... Puis quand je suis sorti de l'école... je pensais même pas que je réussirais, parce que j'avais l'impression que c'était pas ça. Puis je me suis retrouvé au sortir de l'école à passer des auditions, puis à être super détendu, super relax, puis à décrocher des rôles, puis ça a commencé comme ça. Puis j'ai fait OK, bon ben allons-y, puis Après ça, ben comme je te dis, vivre à Montréal, ça a été complètement un changement, parce que moi, j'étais très proche de la nature, très entre guillemets sauvage, puis là, tout d'un coup, je suis devenu urbain. Fait que j'étais vraiment comme, là, c'était la ville, puis j'ai adoré vivre à Montréal. J'ai marché Montréal, je courais pas à cette époque-là, mais j'ai marché Montréal en long et en large de toutes les, tu sais, je partais de
la rue Chapelot sur le plateau Mont-Royal pour aller aller au cinéma sur la rue Sainte-Catherine dans l'ouest, puis de revenir à pied à 11h le soir, en passant par Saint-Denis, Berry, Sherbrooke. Écoute, j'allais marcher, j'allais à l'école en marchant, à l'École nationale. Tu sais, j'ai marché Montréal au bout, là, puis j'ai adoré ça. Tu sais, c'était une belle période, fin des années 80, toutes les années 90, tu sais, il y avait comme... c'était une très belle... J'ai vraiment trippé, là, tu sais, j'ai vraiment eu bien du fun à Montréal, puis là, après ça, avec la famille, on était à Montréal au début, et dans Rosemont, puis la famille qui s'est agrandie, les 2 filles, au début, on a décidé de venir sur la Rive-Sud pour avoir un petit peu plus de terrain, avoir une piscine pour les enfants, puis là, moi, je rêve de m'installer dans la montagne. De retourner à mes origines. C'est vrai? Ouais. Moi, j'aimerais bien, éventuellement, mais ça, c'est toujours c'est un projet, là. C'est rien de couler dans le béton, mais j'aimerais bien avoir une terre à bois ou une petite mini-fermette, puis avoir quelques animaux, puis pouvoir couper mon bois, puis avoir mon terrain, aller chasser, puis ou courir dans ma montagne, là, peu importe. Chouette. Et puis, pour revenir à ce que tu viens de dire sur ces années à Montréal, le fait d'avoir fini l'école, ça a été comme une délivrance, et c'est comme si t'avais tellement été mis sous pression pendant ces 4 années de cours qu'en sortant, il y a un lâcher-prise, et il y a vraiment ce moment où tu prends plus de plaisir. Oui, parce que c'est ça. À partir de la fin de la 3e année à l'école, j'ai commencé à être plus à l'aise, à prendre un peu plus ma place, à être plus en maîtrise de ce que je voulais faire, de ce que j'étais capable de faire. La 4e année à l'école, on joue juste des pièces. On fait 4 pièces dans l'année, toute la classe. Et moi, j'avais eu le rôle de Rodrigue dans le site de Corneille. Puis j'avais travaillé fort pour ça. J'étais avec un metteur en scène qui avait une vision très, très très physique dans le sens de jeu corporel, un peu basé sur le mime, puis tout ça. Puis j'avais trouvé ça tough, mais tu sais, j'étais un étudiant là-dedans, j'avais un très, très gros rôle. J'avais le rôle de Rodrigue, puis je m'étais fait ramasser par le directeur à l'époque qui m'avait vraiment... Ça, j'avais trouvé ça rough, tu sais. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis content d'avoir eu ça parce que quand je me suis retrouvé dans le milieu avec des réalisateurs qui étaient rough, j'étais capable d'en prendre, tu sais. J'avais la couenne dure, puis c'était comme, tu sais, si tu me cries après, tu vas pas m'énerver parce que moi, quand j'étais étudiant à l'école, le plus grand metteur en scène au Québec qui m'a ramassé là, dans le mur, mais solide, là, fait que ça va pas... Mais tu sais, fait que ça, avec le recul, je fais, c'est une bonne affaire parce qu'aujourd'hui, moi, si quelqu'un me dit quelque chose, je fais une mauvaise critique, ça va vraiment pas... ça va pas tant m'affecter, là, parce que c'est ça, je me suis fait j'ai une bonne veste par balle, puis... une carapace. C'est une bonne carapace. C'est pas une carapace, je te dirais, c'est juste... Tu sais, une carapace, on se cache en dessous, puis on se protège. Moi, c'est juste comme... le cuir dur, on va dire. Le cuir est dur. J'ai une veste par balle, là. Ça va faire poutoung, mais c'est comme... ça me dérange pas, là, tu sais. Avec une explosion qu'on pourra pas avoir à cause du budget. Qu'on pourra pas avoir à cause du budget. Ça fait que c'est pas une veste par balle, finalement. C'est une veste... c'est un coupe-vent. Une autre signification de vouloir retourner à la nature et à la montagne, c'est un retour à la case départ, mais aussi peut-être une volonté de s'éloigner du bruit. Oui, s'éloigner du bruit, oui. Je te dirais que besoin d'une tranquillité. Alors, remarque ici, on est super bien, c'est vraiment tranquille. Mais non, j'ai comme besoin de plus d'espace. J'ai besoin d'avoir un accès
à quelque chose de plus grand puis de plus reculé, tu sais, d'avoir ça dans tu sais, ici, je peux quand même aller courir, m'en aller puis aller au Mont-Saint-Bruno, au Saint-Hilaire, tout ça, c'est correct, puis c'est pas grave de prendre l'auto puis aller là, mais j'aurais le goût d'être vraiment de me lever le matin puis que c'est un environnement, que c'est des arbres, c'est la nature, c'est c'est ça qui me manque, en fait. Puis d'avoir de l'espace, d'avoir comme... on a ici une belle maison, on a un beau terrain, mais toute la vue... Et quand il y a un beau coucher de soleil, je vois le soleil à travers les arbres, mais c'est possible de faire... Je suis pas un photographe non plus, là, puis je cours pas les photos de coucher de soleil, mais c'est impossible de faire une belle shot de mon balcon. S'il y a tout le temps quelque chose, il y a un fil qui passe. J'ai juste le goût de wow, d'avoir une vue dégagée un peu. Et aussi la ferme. Ben, la ferme, moi, j'aime beaucoup les animaux. On a 2 chiens ici, on a un chat, j'ai 2 poules. Puis j'aimerais ça... tu vois, mes poules, bon, c'est des poules pondeuses, fait qu'on a nos œufs. Ici, on n'achète plus d'œufs. On a notre petite manufacture, puis les poules sont super bien. C'est le fun à avoir. J'aimerais ça avoir un peu plus de terre. Et j'aurais pas une ferme d'exploitation, au contraire. J'aimerais ça avoir... l'été, ma blonde a fait un petit jardin. On a une coupe de légumes, on a des... Mais tu sais, juste d'être pouvoir de faire quelque chose d'un petit peu plus gros puis d'un petit peu plus durable pour nous, là, pour d'être un peu plus d'être un peu plus autonome, tu sais, de pouvoir subvenir un peu à nos besoins dans le sens où on a un jardin, on peut s'alimenter. À la limite, tu sais, à la campagne, on se retrouve avec on peut se monter une serre puis avoir de quoi l'hiver ou pour continuer à faire des affaires. Juste pour le plaisir d'avoir quelque chose comme ça, d'avoir un contact plus humain avec la terre, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé. Ça faisait depuis que j'étais petit, je voulais faire de la chasse. Puis comme une des affaires que j'avais mis de côté, puis je sais que c'est pas populaire auprès de bien des gens, alors que pourtant, c'est fait de façon propre et humaine et proche de la nature. La chasse, l'humain est devenu l'humain à travers ça aussi, là, tu sais, chassé depuis la nuit des temps, puis donc c'est pour ça que je suis retourné vers ça, parce que j'aimerais ça, idéalement, dans un monde idéal, ne plus acheter de nourriture de viande d'élevage industriel, de plus aller vers ça, parce que ça n'a pas de sens, tu sais, à ce rythme-là, ça n'a aucun bon sens, là, ce qu'on fait aux animaux, comment ils sont traités, puis tout ça. Mais dans la nature, pour moi, c'est autre chose, c'est complètement différent. Donc, il y a ça, pour moi, qui fait partie de mon envie de me rapprocher de la nature, puis d'être autonome, finalement. Ben, d'être autonome, c'est parce que là, on tombe un peu dans tu sais, je veux pas... j'ai animé la série Survivaliste, puis j'ai parlé, puis oui. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tu sais, ne serait-ce que comme quelqu'un qui va dans le bois, qui va courir, qui part longtemps, qui fait de la randonnée, la survie, je veux dire, il faut savoir survivre comme humain, là, parce que mais d'être autonome, c'est pas juste d'être autonome si les zombies arrivent, là, c'est être autonome pour justement arrêter de participer un peu à la frénésie, que ce soit l'élevage d'animaux industriels, l'agriculture industrielle, là, tout ça, ben d'essayer de ramener ça à une échelle plus humaine, plus proche de nous. Tu vas quitter Internet, on va te retrouver en plein milieu de nature, coupé de tout. Non, je pense pas que... Non, je veux pas me couper de tout. Je veux pas être... j'aurais peut-être pas de misère à vivre reculé en ermite dans une maison au fond d'une montagne ou en haut d'une montagne, mais en même temps, non, tu sais, j'aime le monde, j'ai mes amis, je veux pas me couper de tout, puis l'Internet, autant je trouve qu'il y a des choses terribles avec les réseaux sociaux, autant en même temps, il y a quelque chose qui est formidable avec ça. C'est dur de prendre position, je trouve,
le bon puis le positif, le négatif, mais il y a les deux, tu sais. Là, des fois, on dirait que ces temps-ci, le négatif l'emporte beaucoup à travers tous les délais qu'on peut lire puis qu'on peut voir, puis... Mais je veux pas me couper du monde, c'est juste que je veux me rapprocher je veux juste me rapprocher un peu plus de la nature. C'est ça mon désir le plus... Patrice Gaudin, merci beaucoup. Merci à toi.